très fidèles internautes, encore une fois bonjour et bienvenue à l'émission Science et Vie quotidienne. Comme je venais à peine de vous le dire, aujourd'hui au sein de l'émission Science et Vie quotidienne, nous avions eu la joie de recevoir d'abord le chef des travaux, Jeff Loseo, qui travaille actuellement au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines au département des langues, des lettres et civilisations françaises. Il est également le professeur de français pendant plusieurs années à l'IPSEPS de Mont-Kitenge, ici à Kisangani. Et puis il fait l'intérim à l'ISP Yamboula. Monsieur Jeff Loseo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte très bien. Voilà, il se porte très bien, très cher fidèle internaute. Nous avons la joie de les recevoir sur ces très beaux plateaux. À la présentation, il s'agit bel et bien de votre humble serviteur, Mervius Bilonda. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Norbert Mansoudi Katembo. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous allons aborder un sujet très capital, très intéressant dans les domaines du français, bien sûr, de la langue. Nous allons parler avec notre invité du jour de l'évolution de la langue française. Monsieur Jeff Loseo, si vous pouvez nous parler un peu en général, en bref, bien sûr, de l'évolution de la langue française. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Mervius Bilonda, pour la parole accordée. Avant que je puisse parler ou encore aborder ces sujets sur l'évolution de la langue, j'aimerais, par votre permission, monsieur le journaliste, que nous disions d'abord un mot sur la naissance même de la langue française et par la suite, nous pourrons continuer et parler de son évolution. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Encore une fois de plus, la langue française qui est aimée comme des mortels, la langue française qui est considérée comme la langue officielle en République démocratique du Congo, la langue même d'enseignement, la langue de l'administration, vaut son pesant d'or afin que nous puissions aujourd'hui parler de sa naissance et de son évolution. Une langue qui est tant aimée, mais pour la plupart des cas, cette langue-là reste plus ou moins méconnue quant à son origine et aussi à son évolution. Tenez, messieurs les journalistes, nous pouvons dire en passant que la langue française est une langue romane, c'est-à-dire issue du latin. C'est une langue qui est née à partir du latin. À tort ou à raison, on a toujours dit que le latin est la mère du français. Et nous dirons ici c'est à raison. Tout simplement parce que le français, cette langue que nous aimons bien, est née du contact du latin avec les langues celtiques. C'est ce que je puis dire d'emblée. Il s'est fait que du contact du latin, parce que le latin était parlé, pour votre information, monsieur le journaliste, dans un quartier de Rome, à ce nom parlé, qu'on appelait le Latium. Latium, c'est dans ce quartier de Rome que le latin est né. Mais il s'est fait qu'à cette période-là, Rome était considérée comme la capitale mondiale, sur le plan politique et sur le plan militaire. Hein, c'est Rome qui dominait. Alors, Rome, dans sa politique, avait procédé par des contacts. Rome a largué ses militaires dans tous les recoins et notamment en Gaule. Et il se fera que les militaires romains qui parlaient le latin en ce moment-là étaient en contact avec le peuple gaulois et notamment le peuple celtique. Et c'est de ces contacts entre la langue latine que parlaient les militaires romains et les langues celtiques que parlaient les Gaulois, les peuples gaulois à l'époque, qu'on va appeler tardivement le peuple français. Et c'est de ces contacts-là qu'est né le latin. Voilà, messieurs les journalistes, ce que je pouvais d'abord dire d'emblée, d'entrée de jeu, pour la naissance elle-même de la langue française, qui est issue, comme je l'ai dit tantôt, du latin. Voilà, la langue française issue du latin, comme
nous venons à peine de les suivre. Très chers abonnés, très chers internautes. À présent, nous allons, ensemble avec notre invité, voir un peu comment est évolué ou encore comment la langue française a évolué sur le plan mondial et peut-être aussi sur le plan national au sein de notre pays, la situation actuelle de la langue française. Voilà, ce que je puis dire, monsieur le journaliste, merci encore une fois de plus pour la parole que vous nous accordez. Quant à l'évolution de la langue française, la langue française n'a pas évolué du jour au lendemain. Vous voyez? Permettez-moi de vous signifier d'abord que, historiquement parlant, les premiers textes français datent de 842. Vous voyez? Et ce texte-là est appelé le serment de Strasbourg. Vous voyez? Et c'est cette... qu'est-ce que je disais? C'est à cette date-là que le premier texte que je venais d'appeler le serment de Strasbourg est né, est écrit, et ce texte est considéré comme l'acte même de naissance de la langue française. Vous voyez? Et c'est aussi un texte qui a un rapport, une signification aussi politique. Tout simplement parce que c'est ce texte-là qui a donné aussi naissance à deux nations, lesquelles la France et l'Allemagne. Voyez? Mais par rapport à l'évolution elle-même, la langue française a évolué à travers les siècles, messieurs les journalistes. C'est ainsi que par rapport à la période de l'évolution de la langue française, il a fallu partir du 9e siècle jusqu'au 17e siècle, plus ou moins. Et c'est là où la langue française s'est matérialisée. C'est là où la langue française a pris corps. Mais au début, les Français étaient plus ou moins un latin français. Si vous voyez les premiers textes, si vous les lisez, vous allez comprendre, messieurs les journalistes, que ce n'était pas comme le français que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est comme ça que pour la périodisation de la langue française, il a fallu prendre d'abord le Moyen-Âge, ensuite on va parler aussi petitement du XVIe siècle et en fait du XVIIe siècle qui est considéré comme le plein développement, la naissance et le plein développement de la langue française. Alors, par rapport à son évolution, toujours, messieurs les journalistes, j'ai voulu vous signifier que la langue française, au début, c'était une sorte de tâtonnement, c'était une sorte de balbutiement, dans les sortes que ceux qui utilisaient cette langue-là n'avaient ni règles, n'avaient ni dictionnaire, et c'est pour ça que c'était vraiment une sorte de tâtonnement, comme je viens de le dire. Il y a alors, ou quand il y avait à ce temps-là, quelques grands personnages qui ont contribué pour que cette langue soit ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit parlée telle que nous la parlons aujourd'hui. Ok, vous venez là un peu de commencer, je dirais même l'évolution même de la langue française. Et j'aimerais un peu savoir qui sont ces auteurs-là, encore ces acteurs qui ont participé activement, bien sûr, au développement ou encore à l'évolution même de la langue française. Très bonne question, monsieur le journaliste. Ils sont très nombreux, mais je vais citer ici 4 auteurs, je vais citer ici 4 écrivains, les plus importants, qui ont fait que la langue française soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et de prime abord, je vais d'abord citer un auteur appelé Malherbe. Malherbe est considéré comme un grand réformateur. C'est-à-dire, pendant que l'on tâtonnait, pendant qu'il n'y avait pas de règles, vous voyez, qui devraient gouverner l'utilisation ou bien l'emploi même de la langue française, c'est Malherbe qui est venu avec des règles précises pour que la langue soit ce qu'elle est. Vous êtes sans ignorer, messieurs les journalistes, que la langue française est la plus exigeante, à telle enseigne que pour écrire, pour parler, il faut respecter certaines règles. Et l'auteur de ces règles-là, ce n'est quelqu'un d'autre que Malherbe. Je vous donnerai un exemple.
si nous faisons allusion ici aux règles d'accord, les règles de participe passé. Vous voyez, c'est une preuve pour montrer qu'on ne peut pas utiliser la langue française comme l'on veut. L'on doit respecter, vous voyez, une ligne de conduite. Et la personne même qui a réformé, la personne qui a conçu des règles précises pour la langue française, c'est Malherbe. C'est comme ça que nous les considérons comme le poumon même, l'auteur le plus important, pour avoir contribué pour que notre langue que nous utilisons aujourd'hui soit utilisée comme nous l'utilisons et que cette langue soit proscrite des fautes et des erreurs en français. Ça, c'est le premier auteur que nous avons jugé le plus important, mais c'est les journalistes, par rapport à la langue française. Le deuxième que nous pouvons citer, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup écrit, mais c'est à cause de son initiative. Celui-là, c'est qui, messieurs les journalistes? C'est M. Vongela. Vous voyez? Vongela, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Malherbe, de son côté, s'occupait beaucoup plus de la grammaire, des règles précises, mais Vongelas est venu avec l'initiative de confectionner la liste des mots qu'il faut utiliser et qu'il faut proscrire de la langue française. Et de là, messieurs les journalistes, si Vongela est très important, c'est parce que c'est à partir de cette liste-là qu'est né même les dictionnaires que nous utilisons aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est comme cela que nous ne pouvons pas écarter Vongelas. Sur le plan lexical, vous voyez, s'il faut citer un auteur, c'est d'abord Vongelas par rapport à l'évolution de la langue française. À part celui-là, il a fallu aussi que nous puissions citer celui-là. Il est encore très important, c'est le cardinal Richelieu. Quel est l'apport du cardinal Richelieu par rapport à la langue française? Cardinal Richelieu, c'est lui le fondateur même de l'Académie française. Vous voyez, c'est vraiment une exception, plus ou moins par rapport à nos langues africaines. Vous voyez, pour nos langues africaines, nous utilisons, mais il n'y a jamais une réunion, une colloque, vous voyez, une rencontre des savants qui sont là pour gouverner, pour protéger la langue française. Le cardinal Richelieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué, vous voyez, l'Académie française et il a appelé ça comme une république des lettres. Il a réuni 40 savants, vous voyez, 40 connaisseurs de la langue française pour discuter, pour gouverner, pour mettre les choses en ordre. Et c'est dans ces conditions-là que Cardinal Richelieu est resté incontournable. Et je suis en train de vous raconter l'histoire du XVIIe siècle. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour votre information, monsieur le journaliste, l'Académie française existe pour continuer à gouverner, pour continuer à décider de la vieillesse de certains mots qu'on appelle archaïsme, ou encore de la naissance de certains mots qu'il faut introduire dans la langue et dans les dictionnaires qu'on appelle les néologismes. Telle est l'importance même de Cardinal Richelieu par rapport à la langue ou encore à l'évolution de la langue française. Le dernier que je puis citer, monsieur le journaliste, c'est un philosophe. Celui-là, c'est René Descartes, qui, comme il y avait beaucoup d'écrivains, a apporté, il a voulu à ce que tous les écrivains puissent écrire, mais cette fois-là, pas n'importe comment, mais sous la gouvernance de la raison. Telle est même la doctrine qu'il a fondée, le rationalisme, parce qu'on ne devrait pas écrire n'importe quoi. La grammaire, oui, les vocabulaires, oui, mais il a fallu que le texte soit aussi sensé. Telle est même l'importance de la raison, de la quintessence de ce qu'on doit trouver dans la langue ou encore dans les textes français. Merci beaucoup, Monsieur Jeff Loseo. Très chers fidèles internautes, nous vous rappelons encore une fois que nous sommes en pleine émission avec Monsieur Jeff Loseo.
qui est en train d'aborder un sujet très important, un sujet très capital sur l'évolution de la langue française. Alors, Monsieur Jeff Lossé, je vous ai suivi avec attention lorsque vous avez cité le cadre vraiment pionnier de l'évolution même de la langue française. Mais, plusieurs personnes parlent toujours de Molière. Et puis ils considèrent la langue française comme étant la langue qui appartient vraiment à Molière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette relation entre la langue française et Molière? C'est quoi les vrais problèmes? Molière n'est qu'un utilisateur. Vous voyez, moi j'ai parlé des concepteurs, de ceux qui ont fait que la langue retrouve sa valeur. Vous voyez, c'est comme ce que je viens de citer comme auteur, ce sont sur le plan musical par exemple, ce sont des compositeurs. Vous voyez, on peut être un compositeur, mais on n'est pas le meilleur chanteur de sa propre chanson. Vous voyez, donc ceux-là ont contribué à gouverner la langue, à mettre des limites. Mais le meilleur utilisateur de la langue, c'est Molière. Comment ça? Molière écrivait de son état, du XVIIe siècle bien sûr, mais il s'est distingué beaucoup plus du côté du théâtre. Vous voyez, et le théâtre ne se lit pas, le théâtre se joue. Or, à cette période-là, on devrait jouer qu'en utilisant, qu'on emploie la langue française. Le maire utilisateur, le maire écrivain, vous voyez, qui a utilisé, qui a mis en application et les règles, qui a employé correctement, vous voyez, les lexiques, le vocabulaire français, c'est Molière. C'est comme ça que tous les autres sont tombés dans les oubliettes. On pouvait considérer et Malherbe, et Cardinal Richelieu, et Bongelas, et René Descartes comme des héros dans l'ombre. Mais celui qui est sorti, celui que tout le monde a découvert comme utilisateur, c'était Molière. Telle est la raison pour laquelle, tellement qu'il avait beaucoup écrit, tellement qu'il avait beaucoup égayé les gens sur le plan théâtral, c'est dans ces contextes-là que les communs des mortels, les Français eux-mêmes, qualifient cette langue-là de la langue de Molière. Merci beaucoup pour tous ces éléments des réponses. En parlant même de l'évolution, même non seulement de la langue française, mais de l'évolution de n'importe quelle situation, on suppose qu'il y a quand même des étapes. Et maintenant, quelles sont les étapes, les différentes étapes de l'évolution de la langue française? Oui, par rapport aux étapes, c'est comme je l'ai dit tantôt, la langue a commencé par un tâtonnement. À cette période-là, on pouvait parler d'un français qui était encore latin français. Et cette période-là, la période caractéristique, c'était le Moyen-Âge. Vous voyez? Et là, comme je l'ai dit tantôt, si vous tombez sur un texte français, tel que le texte que je venais de vous dire, le Serment de Strasbourg, ou encore le texte, la première œuvre littéraire qu'on appelle la Cantilène de Sainte-Eulalie, qui était écrite par un moine. Les religieux ont aussi eu beaucoup plus d'influence même sur la langue française. Je disais que toute cette période, toutes les œuvres que je viens de citer ici, les deux textes, appartiennent au Moyen-Âge. Et dans l'évolution, il y a eu un moment où le français ont trouvé qu'il a fallu que la langue française puisse renaître. Et cette période-là, c'est la période de la Renaissance. Et là, c'est le XVIe siècle. Vous voyez? Et au XVIe siècle, on peut citer quelques auteurs qui étaient aussi très importants et très influents. On peut citer par exemple Pierre de Ronsard, qui avait créé une sorte de pléiade de lui aussi. Une équipe de 7 poètes qui avaient comme objectif de défendre et d'illustrer la langue française. Vous voyez? Et à part cette période-là, la deuxième qui est la Renaissance, la troisième période, c'est le classicisme. Vous voyez? Le classicisme, c'est le XVIIe siècle. Et c'est à cette période-là qu'on déclare que
c'est les siècles de la vraie naissance, vous voyez, et du développement même de la langue française. Et c'est le français du XVIIe siècle que nous continuons à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, il est vrai qu'après le XVIIe siècle, la langue n'est pas morte, au contraire, elle a évolué. On a parlé aussi du XVIIIe siècle qui est appelé siècle des Lumières. Et il a fallu attendre aussi le XIXe siècle qui est aussi appelé le romantisme. Et enfin, le XXe siècle qui, sur le plan littéraire ou encore sur le plan de la langue, n'a pas un nom. Vous voyez, à cause de beaucoup de contradictions et beaucoup de contestations entre les écrivains et les auteurs. Telles sont les quelques périodes que j'ai ramassées, messieurs les journalistes, par rapport à l'évolution littéraire même de la langue française. Voilà, encore une fois, merci pour tous ces éléments de réponse, monsieur l'invité. J'aimerais un peu savoir, par rapport toujours à l'évolution, comment se fait-il qu'au sein de notre pays, bien sûr, la République démocratique du Congo, on a été colonisé par des Belges. Mais plusieurs fois, les gens se demandent ou s'étonnent, mais comment se fait-il qu'au lieu que nous puissions nous exprimer, encore parler leur langue, mais on s'exprime plutôt à la langue française et puis on a opté même la langue française comme étant la langue officielle au sein de notre pays. Comment vous pouvez un peu nous parler de ces phénomènes-là? Ok, merci monsieur le journaliste une fois de plus pour cette question. La Belgique qui constitue la métropole même de notre pays, qui est notre pays, en fait, une nation, la nation colonisatrice par rapport à la République démocratique du Congo. La Belgique elle-même avait aussi deux langues, vous voyez, et que le français n'est que la troisième. Chez les Belges, il y a le flamand, vous voyez, et de l'autre côté, c'est le wallon, vous voyez. Mais il se fera que dans leur politique de colonisation, ils ont préféré, vous voyez, prendre leur langue officielle aussi, vous voyez. Comme ça, ils pouvaient faire l'unité tout en se retrouvant en République démocratique du Congo. Sinon, on aurait des parties de République démocratique du Congo qui parleraient soit le flamand, vous voyez, et d'autres parleraient le français que les Wallons utilisent. Vous voyez, c'est comme ça que dans les politiques, ils ont trouvé que non, même si nous avons plusieurs langues dans notre pays, vous voyez, c'est comme la République démocratique du Congo qui a ses propres langues nationales, 4, vous voyez, plutôt plus, mais au lieu que nos langues nationales deviennent soit les langues de l'enseignement, soit les langues de l'administration, soit les langues officielles, non, on a préféré donner la place à la langue française. Moi je pense, parce que je fais le français, j'ai un peu que dire ça, c'est à cause de l'élégance même de la langue française, vous voyez, c'est à cause même de cette langue-là qui est aimée de tout le monde et cette langue-là qui s'impose, messieurs les journalistes. Voilà ce que je pouvais donner comme élément de réponse par rapport à la Belgique qui a bien voulu coloniser notre pays et a porté son choix sur le français qui est donc la langue de Molière telle que vous venez de le dire. Voilà, encore une fois, merci pour ces explications très claires. Donc, j'aimerais bien savoir quelles sont les langues sœurs de la langue française. Ah oui, question très importante, monsieur le journaliste. Vous savez, quand on parle de langues sœurs, ici ça voudrait dire tout simplement, ça voudrait signifier que le latin n'a pas donné naissance seulement à la langue française, mais il y avait aussi d'autres langues issues du latin, parmi lesquelles nous pouvons citer de manière ramassée l'italien, vous voyez, l'espagnol, le portugais, la romanche, c'est la langue qui est parlée en Suisse, et il y a aussi le roumain, la langue qui est parlée en Roumanie, il y a aussi le provençal,
c'est une deuxième langue en France elle-même. Il y a même les catalans. Hein, quand je parle des catalans, il faut aller en Espagne. Il y a même une ville qui s'appelle catalan aussi. Et à part ça, il y avait aussi des langues qui ont disparu. Hein. C'était des langues seules, mais ces langues-là n'ont pas pu résister. Et elles ont fini par tomber en extinction telle qu'on les dit. Ces langues-là ont disparu. Voilà les quelques langues sœurs du français pour montrer que le français n'est pas seul, mais à ses côtés, il y a des langues sœurs. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin déjà de notre émission. Très chers fidèles internautes, nous vous rappelons qu'aujourd'hui nous avions eu la joie de recevoir M. Jeff Loseo. Il est actuellement il est professeur de français à l'IPSELS de Mont-Kitenge, et puis nous profitons de l'occasion pour saluer tous ces anciens élèves qui sont en train de les suivre actuellement, et puis je pense qu'ils sont tellement fiers de voir leurs enseignants en train de débobiner clairement la matière basée sur l'évolution de la langue française. Il est également le DGA d'intérimaire au niveau de l'ISP Yamboula. Et puis, il est actuellement le chef des travaux à la faculté des lettres et sciences humaines au départ. Très chers fidèles internautes de la Scientia TV, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec un sujet très excellent qui est basé sur l'évolution de la langue française. Sinon, nous vous remercions et nous vous invitons à vous abonner à notre page et n'hésitez pas surtout à nous contacter sur le numéro qui est juste en bas. Merci beaucoup et merci également à notre invité. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois et on se verra prochainement. Bye!